Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique d'Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Le droit de retrait à la SNCF, la loi a-t-elle été détournée, comme le dit Guillaume Pépi ? Oui, tout à fait. Je crois que le droit de retrait, il s'impose sur une géographie limitée et dans un temps limité. Là, on a affaire à un incident qu'il ne faut pas sous-estimer, pour lequel on a lancé une enquête pour savoir comment faire pour que, dans les mêmes conditions, par exemple, le chauffeur conserve la possibilité de communiquer versus l'extérieur. Mais on voit bien que on va au-delà de ce qui est raisonnable et qu'on prend en otage les Français. Et ça, ce n'est pas admissible, surtout à la veille des vacances. Oui. Ça tombe bien. La CGT a un comportement irresponsable pour vous, alors, ou pas ? Non, la CGT installe un rapport de force et avec des arrière-pensées. Et il nous appartient d'abord de faire respecter les Français. Je crois que c'est la première chose. Les gens partent en vacances ou les gens doivent circuler pour aller à leur travail. Et je crois que ce n'est pas raisonnable de les prendre en otage. Oui, c'est une forme d'avertissement aussi de la CGT, peut-être avant la grève du 5 décembre, pour le gouvernement. C'est une façon d'essayer d'installer dans le paysage une tension. Oui. Et c'est pour ça que nous restons très vigilants. D'abord, il faut maintenir un canal de discussion avec l'ensemble des cheminots. Il n'y a pas que la CGT qui parle. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi être très clair sur le fait que les Français ne doivent pas être les victimes de situations qui ne sont pas, dont ils ne rien. Enfin, ils ne sont pas responsables. Exactement. Qu'ils subissent. Est-ce que vous êtes favorable aussi à des sanctions individuelles auprès envers les employés grévistes ? Je crois que déjà il faut appliquer la loi, c'est-à-dire que quand on ne va pas travailler, on n'est pas payé et on commence comme ça. Oui. Il ne s'agit pas non plus d'envenimer le propos. Le sujet, c'est on a une loi, on la respecte. C'est assez simple et ça permet d'avoir des règles claires ensuite et avec les salariés et avec les syndicats. Est-ce qu'il y a un impact pour les entreprises ? Vous avez pu déjà le chiffrer ou, à ce stade, il faut savoir raison garder. C'était un vendredi, donc un jour de départ en vacances, samedi, dimanche. C'est pas les entreprises qui ont été les plus impactées, c'est plutôt les Français et par rapport à leur vie quotidienne. Qui vont être remboursés intégralement, c'est ce qu'a promis C'est ce qu'a indiqué Guillaume Pépi, tout à fait. Le Brexit, alors c'est la grande confusion quand même. La sortie est toujours envisagée le 31 octobre. J'ai lu que vous dénoncez toujours une impréparation du côté des PME, c'est ça, qui ne mesurent pas les effets, l'impact qu'il pourrait y avoir ? Nous avons fait un sondage auprès d'un millier de PME, celles qui exportent à partir du fichier des douanes, et elles nous disent elles-mêmes qu'à plus de 50%, elles n'ont pas pris de mesures pour préparer le Brexit. Et ce que nous leur disons, c'est que dans l'univers très incertain dans lequel on évolue, un Brexit le 1er novembre est toujours possible. C'est une option. Ouais. Et par rapport à ça, il faut se préparer à la situation. Et c'est très simple, se préparer. C'est se connecter à brexit.gouv.fr, c'est regarder, c'est faire l'autodiagnostic qui prend 5 à 10 minutes et qui permet de savoir si on est en risque haut ou pas, et de savoir quelles sont les démarches que l'on doit faire, et c'est s'inscrire au fichier des douanes. Globalement, elles le savent probablement, les entreprises, non ? Ces PME, l'impact qu'il y aura, ou pas forcément, quoi. Parce que ce n'est pas celles qui sont directement en lien avec en réalité, nous avons appelé celles qui exportaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous disait elle-même, je suis consciente qu'il y a le Brexit, mais je n'ai pas encore mis en place de mesures. Parce que c'est incertain. Je veux dire, je me mets à la place des patrons de PME. Ils ont le sentiment que, au fond, il va se passer encore des rebondissements et que ça ne va pas arriver. Or, si on regarde l'arbre de décision, il est possible que ça arrive dans 10 jours. Il est possible. On ne peut pas le valider de manière certaine, mais il est possible. Vous avez toujours espoir quand même, vous, de cette sortie négociée ? Tout à fait, parce qu'on a fait quand même quelques pas ces derniers jours. Je vous rappelle qu'on avait un accord en décembre dernier qui a été refusé à 3 reprises par le Parlement britannique. On a repris un accord, re-eu un accord avec Boris Johnson, donc incarnant ceux qui avaient refusé le précédent accord, qui a été repoussé, mais pas refusé par le Parlement britannique samedi. Il y aura un vote dans les prochains jours, donc on attend ce vote pour savoir s'ils sont plutôt favorables ou pas, sachant que le Parlement exige d'avoir quelques jours supplémentaires pour analyser l'accord. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que il y a des avancées, mais on ne peut exclure qu'il y ait un Brexit dans les 10 jours. Et donc, le message principal, c'est que c'est aux chefs d'entreprise
de prendre maintenant le sujet de se renseigner. De se renseigner. Prendre des décisions, c'est difficile parce que vous-même, vous êtes... C'est très simple. Vous vous inscrivez sur les douanes. Mais après... C'est le début de la sagesse. C'est-à-dire que le début de la sagesse, si vous pouvez avoir 2 minutes pour dédouaner vos marchandises plutôt que plusieurs heures, je pense que c'est très... Enfin, on voit bien le sens de l'histoire. Donc, il faut être prêt, savoir les points d'accrochage. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour un Brexit qui n'arriverait peut-être pas, mais en tout état de cause, il ne serait pas responsable de ne pas savoir très exactement où sont les points de frottement. Oui, est-ce qu'il y a aussi des échanges avec les Français qui sont à Londres? Parce qu'on estimait à environ 600 000 dans le Grand Londres, les Français qui vivent là-bas. Tout à fait, il y a des échanges avec les Français qui sont à Londres. Il y a un certain nombre de reconnaissances qui ont été prévues d'ailleurs. Il y a des mesures de contingence qui ont été prises par le Royaume-Uni et inversement par la France. Mais effectivement, là encore, il faut que les Français soient prêts pour le jour J. Mais ils le sont. Il y a une très bonne dynamique à Londres et le Royaume-Uni avait déjà commencé en fait à recenser, à proposer aux Français de s'inscrire pour le cas où le Brexit arriverait. Agnès Pannier-Runacher, donc vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. En ça, vous êtes concernée aussi par le bilan de la loi alimentation Egalim qui va être établie ce matin en Conseil des ministres. Alors, il y a une étude de l'UFC Que Choisir qui dénonce l'échec de cette loi et qui dit que c'est une forme de chèque en blanc de 1,5 milliard grosso modo à la grande distribution. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds à Que Choisir que lorsqu'on analyse une loi qui a été prise le 30 octobre 2018 avec des chiffres assez théoriques et qui ne correspondent pas à la réalité, on ne rend pas compte de manière transparente de cette réalité. En réalité, nous, ce qu'on observe, et pas dans un calcul théorique, mais sur la foi de l'inflation telle qu'elle a été constatée, c'est qu'il y a une augmentation de 0,3% des prix et pas 1,6% comme le dit Que Choisir. Donc ça, c'est le premier élément qui ne correspond pas à la réalité. 0,3% des prix dans un contexte d'inflation qui est supérieur à 1%. Donc en réalité, les Français ont vu leur pouvoir d'achat plutôt progresser. La deuxième chose, c'est le même calcul que vous avez eu. C'est le même calcul, sauf que nous on prend sur les produits la mesure sur la base de panel qui a été fait par des personnes qui sont indépendantes. On n'applique pas 10% d'augmentation sur des marques phares, qui est évidemment pas ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement on a une évolution de la consommation qui fait que les gens sont allés acheter plutôt des marques distributeurs et plutôt des premiers prix. Mais ce qui est assez logique. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un retour aux agriculteurs qu'on mesure dans les produits frais, parce que c'est là où vous avez le plus d'inflation. Et donc c'est là où vous rendez du revenu aux agriculteurs, ce qui était l'objectif. Bon, les agriculteurs, ils n'ont pas l'impression d'avoir eu un retour pour le revenu. Quand on discute avec eux... Alors, moi, je suis très, chiffres et faits. Ce que je constate, c'est que la plus grande augmentation des prix, elle se fait sur le frais, en libre service, et particulièrement sur les premiers prix, plus 3,7%. Donc ça, c'est Egalim, parce que le frais en libre service, en gros, c'est ce qui n'est pas transformé par les industriels. Et ça revient directement dans la poche des agriculteurs. Après... C'est une loi qui est passée. Le 30 octobre, on fait une analyse de négociation qui avait démarré. Ce qui est important, c'est cette année et les années qui suivent. Et on est d'accord, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que nous avons mis une pression très forte sur les distributeurs. Je rappelle que le Bercy a communiqué un dossier au procureur pour Leclerc avec une amende de plus de 100 millions d'euros. Ce que vous dites, Agnès Pannier-Runacher, c'est que vous mettez encore la pression sur la grande distribution et que les agriculteurs verront les fruits de votre politique dans quelques temps, c'est-à-dire à moyen terme. Effectivement, c'est une politique qui se construit sur le moyen terme. Je rappelle qu'elle correspond au consensus établi par les agriculteurs, les distributeurs et les industriels eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui avons inventé la loi. C'est une loi qui est issue des États généraux de l'alimentation sur lequel ils se sont mis d'accord et que nous appliquons aujourd'hui. Et je dis aussi aux agriculteurs qu'il est important que les fédérations jouent leur partie du jeu, c'est-à-dire communiquent les éléments chiffrés dont ont besoin les industriels pour pouvoir partager aussi cette valeur. Parce qu'aujourd'hui, de ce côté-là, on a quelques points
de fermeture. Et c'est ça aussi qui rend le jeu difficile, l'exercice difficile. Oui, et puis la concurrence internationale qui est là aussi difficile pour les agriculteurs, quoi. Ça on le sait. Ça dépend sur quel sujet. Si vous prenez par exemple le porc, vous avez une augmentation sans égale du prix, parce que aujourd'hui ils peuvent importer en Chine et dans des proportions très importantes. C'est une très bonne nouvelle. Un mot de la taxe américaine imposée donc par les Américains, mesure de rétorsion. Est-ce qu'il va y avoir des mesures de soutien pour notre filière viticole, comme le réclame notamment la Fédération des exportateurs de vin? Je crois qu'à ce stade, le sujet, c'est d'être dans la négociation avec les Américains. Je rappelle que nous avons, au regard de l'OMC, la capacité à imposer un certain nombre de sanctions dans quelques mois. On sait tous que si on doit imposer des sanctions, ça sera un jeu perdant-perdant, mais c'est un levier qu'on n'hésitera pas à utiliser. Et je pense que dans cette négociation que nous avons avec les Américains, ils ont intérêt à revenir à la table de négociation. On a des moyens en fait. C'est plusieurs milliards de sanctions qu'on peut leur imposer. Oui. Voilà. Donc pour l'instant, pas question, alors effectivement, de venir en aide à la filière viticole. Non, pour le moment, le sujet, c'est d'obtenir une révision de ces taxes qui sont imposées à la filière viticole et à d'autres filières, sachant par ailleurs que nous avons une croissance de la filière viticole qui est très importante, notamment aux États-Unis. Je ne suis pas sûre que ces sanctions, en tout cas sur un certain nombre de vins, aient un impact réel sur les volumes, parce qu'il y a un intérêt pour les vins français. Pour les vins français. Le mot de la fin, Agnès Pannier-Runacher, avec Cécile de Ménibus. Moi, je vais revenir sur la baisse des impôts du budget 2020, qui sont plus favorables aux ménages qu'aux entreprises, qui crée un petit trouble entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Est-ce que ça veut dire que finalement, les entreprises sont un peu le dindon de la farce des Gilets jaunes? Alors en réalité, ces impôts, ils touchent des centaines de milliers d'entreprises. Ce qu'on a un peu tendance à oublier. Tous les entrepreneurs individuels, les petits artisans, les petits commerçants, pour une partie très importante d'entre eux, sont à l'impôt sur le revenu. Donc c'est une mesure qui est favorable aux petites entreprises et aux ménages moyens. Effectivement, ce n'est pas une mesure qui bénéficie aux grandes entreprises, mais je rappelle que les grandes entreprises, elles bénéficient d'une baisse de l'impôt sur les sociétés, la trajectoire qui nous mènera à 25% de taux d'impôt sur les sociétés en 2025. Donc cette opposition est en réalité assez peu conforme à la réalité. Ce qu'il faut relever, c'est qu'en fait, on baisse massivement les impôts dans ce budget 2020, après les avoir baissés en 2018 et en 2019. Et je crois que de ces 40 dernières années, on n'a pas vu une telle baisse d'impôts dans notre pays. Et tout va bien entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire? Oui, de ce point de vue-là... D'accord. Pourquoi vous voyez des petits conflits? Des petits chafouins, un peu chafouin, non, là je pense qu'on est un petit peu dans la politique fiction, si je puis me permettre. Très bien. Très bien, c'est vous qui... Merci. Vous êtes là en fait au milieu pour essayer de... Non, j'ai rien essayé de faire, ça se passe très bien. Les femmes adoucissent les mœurs, vous le savez, Patrick. Merci. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, c'était l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin de Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et si l'audit de